Dans les ruines dévastées de Nuremberg, le 20 novembre 1945, le tribunal le plus tristement célèbre de l'histoire prenait vie, le tribunal militaire international. Son objectif était sans précédent, juger les dirigeants survivants de l'Allemagne nazie. Pendant des mois, le monde entier observa les témoignages se dérouler, tandis que des preuves de crimes inimaginables étaient mises au jour. Le procès se poursuivit jusqu'au 1er octobre 1946, date à laquelle les verdicts finaux furent prononcés. Sur 24 accusés, 11 furent condamnés à la pendaison. Les exécutions furent mal exécutées, entraînant dans plusieurs cas une mort lente par strangulation pouvant durer jusqu'à 28 minutes au lieu d'une mort rapide par rupture du cou, et plusieurs des condamnés se cognèrent la tête contre la trappe de l'une des potences en tombant, l'ouverture étant trop étroite. Le Reichsmarschall Hermann Göring, le plus haut dirigeant allemand jugé, parvint d'une manière ou d'une autre à se suicider la veille de son exécution en avalant une capsule de cyanure introduite clandestinement dans sa cellule. Les 10 autres furent pendus conformément à la sentence par une équipe spéciale de bourreaux de l'armée américaine, utilisant 2 potences installées dans le gymnase du palais de justice de Nuremberg. Il s'agissait de Wilhelm Keitel, maréchal et ancien chef des forces armées allemandes, Joachim von Ribbentrop, ministre des Affaires étrangères d'Hitler, le docteur Ernst Kaltenbrunner, SS Obergruppenführer et chef du bureau principal de la sécurité du Reich, Alfred Rosenberg, chef du ministère du Reich pour les territoires occupés de l'Est et important théoricien national-socialiste, le docteur Hans Frank, chef du gouvernement général de la Pologne occupée, Wilhelm Frick, ministre de l'Intérieur du Reich, puis gouverneur de la Tchécoslovaquie occupée, Julius Streicher, éditeur du journal du parti nazi Der Stürmer, Fritz Sauckel, plénipotentiaire général pour la mobilisation de la main-d'œuvre, Alfred Jodl, colonel général et chef de l'état-major des opérations du Haut Commandement des Forces armées, et Arthur Seyss-Inquart, commissaire du Reich aux Pays-Bas occupés. C'est normalement ici que s'arrête l'histoire de Nuremberg, avec les exécutions du 16 octobre 1946. Mais que sont devenus les corps des dirigeants nazis ? En réalité, l'histoire de ce qui arriva aux corps fut dissimulée pendant des années, mais une opération top secrète et plutôt macabre visant à les éliminer fut rapidement mise en place par l'armée américaine. Après avoir soigneusement photographié et étiqueté les corps à Nuremberg, ils furent tous dénudés et placés dans des cercueils en bois standard et simple. Cela incluait le corps de Göring qui avait échappé au bourreau. Et c'est là que les choses prirent une tournure étrange. Chaque cercueil fut étiqueté avec un faux nom, chaque cadavre recevant l'identité d'un soldat américain fictif. Par exemple, Göring devint George Munga. Le matin du 17 octobre 1946, les 11 cercueils furent chargés sur des camions de l'armée américaine sous le commandement d'un bataillon de la police militaire faisant partie des forces de garde du procès de Nuremberg. Un 12e cercueil vide fut ajouté au convoi, la raison devenant bientôt évidente. Les camions, escortés de jeeps, quittèrent le palais de justice de Nuremberg tôt le matin et se rendirent à Munich, dans un immense cimetière appelé Lostfriedhof. Ils s'arrêtèrent devant le crématorium du cimetière, construit en 1929. Le personnel du crématorium fut informé que les dépouilles de 12 soldats américains morts au combat en 1945 avaient été retrouvées sur le champ de bataille. Conformément aux souhaits de leur famille, elles devaient être incinérées. Le crématorium fut entouré de soldats américains lourdement armés pendant les crémations, sous la surveillance de plusieurs officiers. La crémation dura toute la journée.
Les cendres de chaque criminel de guerre furent placées dans des urnes soigneusement étiquetées avec leurs fausses identités américaines. À la fin de l'opération, les urnes furent chargées sur un camion et transportées sous escorte à l'unité mortuaire numéro 1 de l'armée américaine au 25 Kolbenstrasse à Munich, autrement appelée la Villa Huber-Uma, une élégante maison blanche appartenant à un riche industriel textile réquisitionné par l'armée américaine. Va ensuite la dispersion des cendres. Non loin de la villa se trouve le Wensbach, un petit affluent de l'Isar qui traverse Munich. Le 17 octobre, des soldats américains emmenèrent les urnes jusqu'au Wensbach et en versèrent le contenu dans l'eau. Ensuite, à l'aide de haches et de leurs bottes, ils brisèrent soigneusement les urnes en fragments avant de quitter les lieux. Passons maintenant à la seconde partie de l'opération de nettoyage, la destruction des effets personnels des exécutés. Hermann Göring possédait de nombreuses décorations et avait été capturé portant son ensemble distinctif comprenant la Grand Croix de la Croix de Fer, la Croix de Chevalier et la pour le mérite de la Première Guerre mondiale. Les Américains détruisirent toutes ces décorations, ainsi que sa Croix de Fer de première classe de la Première Guerre mondiale. Cependant, l'insigne du parti nazi en or massif de Göring, son insigne de pilote observateur serti de diamants et d'autres décorations en métaux précieux ne furent pas détruits, mais seulement rayés ou endommagés avant d'être eux aussi envoyés au directeur des finances pour être vendus, probablement comme ferraille. Cependant, Göring possédait plusieurs jeux de ces médailles, et des copies de sa pour le mérite, de sa Grand Croix et d'autres décorations furent retrouvées dans son train à la gare de Berchtesgaden ou pillées dans ses biens privés, et ont survécu aujourd'hui dans des collections à travers le monde. La plupart des exécutés avaient laissé derrière eux des documents, lettres ou journaux dans leurs cellules. Ceux-ci furent rassemblés et classés par catégorie, bien que certains de ces éléments aient ensuite disparu. Tous les uniformes en stockage portant des insignes nazis furent brûlés, tandis que les autres vêtements, effets personnels et bijoux moins précieux furent remis aux familles des exécutés, ainsi que toute somme d'argent allant jusqu'à 1000 Reichsmarks. Tout autre argent et pierres précieuses furent transférés au directeur des finances. Merci d'avoir regardé. Merci de soutenir la chaîne en vous abonnant et en aimant la vidéo.